La guerre en Ukraine, on va en parler justement on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir à la Maison Blanche, cette passe d'armes totalement surréaliste entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le président américain a haussé le ton hier face à son homologue ukrainien qui a écourté sa visite dans le pays. Alors on va le voir, Volodymyr Zelensky a l'air de regretter tout de même finalement d'avoir quitté la Maison Blanche assez brutalement. Il s'est excusé, il a remercié Donald Trump à plusieurs reprises dans des tweets publiés aujourd'hui. Donald Trump hier a menacé de laisser tomber l'Ukraine si Volodymyr Zelensky ne concluait pas un accord avec la Russie. Je vous propose, avant d'ouvrir le débat, d'écouter un extrait de cet échange pour le moins tendu. Pendant une guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Vous avez de bons océans, vous ne le sentez pas maintenant, mais vous le sentirez dans le futur. Dieu préserve. Non. Dieu Vous ne savez pas. Ne nous dites pas comment on se sentira. On essaie de résoudre un problème parce que vous n'êtes pas en mesure de dicter cela. Vous n'êtes pas en mesure de dicter comment on se sentira. On se sentira très bien. On se sentira très bien et très fort. Vous n'êtes pas en ce moment dans une très bonne position. Vous êtes autorisé à être dans cette mauvaise position. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main maintenant. Avec nous, vous aurez les cartes, mais maintenant, vous ne les avez pas. Vous jouez les cartes, vous pariez sur des millions de vies de personnes. Vous pariez sur une troisième guerre mondiale. Voilà, donc cette passe d'armes hier dans le bureau ovale de la Maison Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. On va accueillir Olivier Weber qui nous a rejoint en studio, qui est écrivain, grand reporter. Bonsoir Olivier Weber, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous revenez de 15 jours en Ukraine. D'abord un mot sur ce qui s'est passé hier. Évidemment, lorsqu'on écoute cet échange, ça paraît totalement surréaliste. Un échange entre deux présidents devant la presse, et finalement les mots qui dépassent l'entendement avec le ton de Donald Trump qui hausse le ton à plusieurs reprises. Oui, absolument. On est vraiment dans le pulsionnel cher à Donald Trump, mais c'était presque attendu. Oui, il n'y avait pas une vraie surprise en réalité. Non, pas une vraie surprise. Et c'était risqué, à mon avis, que Zelensky aille, malgré les recommandations des uns des autres et de Macron, à Washington. Mais c'était un peu la solution de la dernière chance. Et le New York Times, ce matin, disait, mais c'est sans précédent. On n'a jamais vu ça dans une histoire de relations de chef d'État, en tout cas de ce côté-là des États-Unis. Et donc, oui, c'était un peu surréaliste. Il y a eu de l'humiliation, il y a eu de la provocation quelque part, la préparation aussi de la part du vice-président J.D. Vance. Et donc voilà, c'était risqué. En même temps, on savait très bien que Zelensky était là aussi pour négocier quelque chose. Vous savez, les terres rares, à condition, les terres à minerais, à condition qu'il y ait des conditions de sécurité, donc des garanties de sécurité durables pour un cessez-le-feu. Moi, ce que me disent les Ukrainiens sur le terrain, c'est que si jamais il y a un cessez-le-feu, on ne croit pas au cessez-le-feu à long terme. Il y aura des violations, comme c'était le cas en 2014-2015. Il faut qu'il y ait des garanties internationales et donc qu'il y ait une paix également durable dans le temps. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Volodymyr Zelensky était vraiment préparé à cette rencontre avec Donald Trump, quand on voit finalement aujourd'hui ces différents messages qu'il a notamment postés sur X, et on a un peu l'impression qu'il fait marche arrière, qu'il regrette finalement de s'être lui aussi emporté face à Donald Trump. Oui, parce que là aussi on est un peu dans l'impulsivité, mais vous savez. Quand Trump emploie ces différentes expressions, vous n'avez pas les cartes entre les mains, c'est la troisième guerre mondiale, on règle pas des affaires comme ça, business, etc. Même les Russes ont été surpris, les commentateurs russes, donc pro-Poutine évidemment, parce que tout ça va très vite et tout va très vite, le monde va très vite depuis le 20 janvier, depuis 5 semaines, tous les jours, il y a une remise en question de l'ordre international. Après, par rapport à votre question, Zelensky, on le sent épuisé. Et la métaphore, je l'utilise volontairement parce que c'est à l'image de l'Ukraine. J'ai vu ça du côté de la société ukrainienne, c'est-à-dire les parents, la vie de tous les jours, l'arrière, comme on disait en 14-18, l'arrière tiendra, pour l'instant il tient. Et deuxièmement, les militaires que j'ai pu croiser, l'armée également est épuisée, presque exsangue. Et donc, voilà, on sent que Zelensky n'avait pas trop le choix que d'aller quand même essayer de plaider sa cause à Washington. C'est presque une solution de la dernière chance. C'est risqué évidemment, et on peut penser qu'il y a encore l'union sacrée en Ukraine du côté de Zelensky. Mais en tout cas, on sent, il y a quand même les opposants, dont Poroshenko, qui est l'ancien président, qui monte au créneau. Et donc là, évidemment, il y a une fragilisation du pouvoir de Zelensky aujourd'hui. Charlotte Dornelas, comment avez-vous
quelle réaction est-ce que vous avez eu en écoutant cet échange hier entre les deux présidents américains et ukrainiens? En fait, il y a la surprise dans la forme, mais honnêtement, on est tous. Alors, je sais pas, je suis peut-être beaucoup moins introduite que d'autres, mais depuis hier, on dit tous, on n'a jamais vu ça. Mais la première chose qu'on n'a jamais vue, c'est des échanges de ce niveau-là, dans ces circonstances-là, filmés en Mondovision. Donc forcément, on pouvait ne jamais l'avoir vu. Moi, ça m'avait déjà étonné avec Emmanuel Macron quelques jours plus tôt. Donc c'est quelque chose évidemment de nouveau. Donc on a eu accès à des conversations auxquelles on n'a pas accès d'habitude. On n'avait pas accès comme ça au bureau Oval. Déjà. Et pareil, c'est ça. Et par ailleurs, la deuxième chose, c'est que dans la semaine qui précédait cette rencontre, on a Donald Trump qui a parlé de Volodymyr Zelensky comme dictateur un jour. 3 jours plus tard, il était le meilleur président que l'Ukraine n'ait jamais eu. Donc on sentait qu'il y avait ce jeu-là, on va dire, avec l'Ukraine. Donald Trump, il a été très clair sur les 2 buts, en gros, qu'il poursuit en ce moment dans les accords qu'il veut ou pas négocier. C'est détacher la Russie de la Chine. Réussir à avoir un accord bilatéral entre les États-Unis et la Russie. Et deuxièmement, conclure cet accord sur les minerais avec l'Ukraine. Donc évidemment, vous aviez, moi, l'impression que j'ai eue, puisque c'était ça votre question, en écoutant Volodymyr Zelensky, j'ai eu l'impression, vraiment devant la scène, en effet surréaliste, j'ai eu l'impression que tout à coup, la baudruche qui avait été gonflée par les alliés de Zelensky pendant ces dernières années se dégonflait devant la brutalité américaine qui dépasse de loin Donald Trump dans l'histoire des États-Unis, me semble-t-il. Adrien Matou. Oui, cette brutalité américaine, elle a toujours existé, mais là, elle s'exprime de manière absolument explicite et cash. Après, je pense quand même qu'il faut prendre la mesure de ce qui se passe, qui est un renversement de l'ordre mondial qui existe depuis 50 ans. Parce que voir au Conseil de sécurité la Russie voter avec les États-Unis, même au-delà de ça... le soir de la rencontre avec Emmanuel Macron. Trump et J.D. Vance ont adopté le narratif poutinien et russe quand il parlait de Poutine en face de Zelensky. Après, rapidement, sur Zelensky, je pense qu'effectivement, il est épuisé. Il n'a pas toujours été très habile, même s'il est la victime de ce qui se passe. Il a quand même une certaine maladresse dans la maîtrise de la langue. Et aussi, peut-être, on peut se demander, est-ce que les buts de guerre qu'il défend ne sont pas un peu irréalistes et c'est ce que je dis quand je dis la baudruche se dégonfle. Après, voilà, je ne suis pas surpris par le fait qu'aujourd'hui, il réclame le soutien de Trump et le remercie parce qu'il n'a pas le choix. Il est en position de faiblesse. On va poursuivre nos discussions dans un instant. Évidemment, toujours sur ce sujet et sur cette rencontre d'hier entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. En compagnie toujours de Charlotte Dornelas, d'Adrien Matou et d'Olivier Weber, écrivain, grand reporter qui est avec nous pour parler de cette rencontre. Que s'est-il passé hier soir dans le bureau ovale de la Maison Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky? Olivier Weber, qu'en est-il actuellement finalement de cet accord sur les minerais ukrainiens? Que va-t-il devenir? Trump voulait absolument un accord là-dessus, mais vous savez, au départ, c'était 500 milliards de dollars, ce qui est totalement irréaliste, en prônant justement les engagements irréels, parce que le chiffre n'est pas bon, des 350 milliards de dollars dépensés par les États-Unis depuis le début de la guerre en février 2022, il y a 3 ans. Lui, Zelensky, ce qu'il veut, c'est des conditions de sécurité d'une part, pour avoir accès à ces terres rares, et deuxièmement, qu'il y ait que ça va une concession à perpétuité. Alors en même temps, l'histoire des terres rares, ça paraît, donc ces minéraux chers à l'industrie spatiale, à l'armement, aux télécommunications, ça paraît irréaliste que de les engager dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut 15 ans d'investissement, 15 ans de présence, 15 ans d'extraction également, et de recherche géologique pour savoir exactement quels sont les sondages, on va dire souterrains, de ces terres rares. Même si on sait où sont les mines de lithium. D'ailleurs, il y a une percée russe actuellement vers Prokhovsk, en direction d'un des gisements de lithium qui en arrêt du côté ukrainien. Et donc voilà, donc c'est un peu un bargain, un échange, on va dire. Et là, ce qui s'est passé hier, c'est un coup de théâtre. Il y a le transactionnel cher à Trump, business, etc. Et puis en même temps, le pulsionnel. Je pense que évidemment, peut-être Zelensky a dû regretter après, mais quand vous parliez tout à l'heure de remerciements, c'était d'abord des remerciements au peuple américain, évidemment aussi aux démocrates que Trump littéralement a insulté en parlant d'Obama et de Biden, et accessoirement aussi aux républicains. Lesquels républicains qui sont montés au créneau, comme Marco Rubio, le secrétaire d'État, absolument, et Lindsey Graham, qui est un grand sénateur, qui est lui est resté sénateur de Caroline du Sud, si j'ai bonne mémoire, on dit le contraire de ce qu'il disait il y a quelques mois. Il y a quelques mois, ils étaient encore en faveur de l'Ukraine dans cet engagement. Il y a que J.D. Vance qui, dès le départ, en 2022, a dit il faut pas soutenir l'Ukraine, il faut soutenir la Russie. Donc il y a un inversement des jeux, des causes et des conséquences. Et regardez, depuis ce qui se passe depuis 5 semaines, tous les jours, il y a un bouleversement de cet ordre mondial. Déplacement des frontières,
Gaza, Ukraine, même combat au niveau théorique dans la tête de Trump. Deuxièmement, la remise en question de ce qu'on appelle le droit international depuis 1945, 48 surtout, avec la Déclaration des droits de l'homme, plus les conventions de Genève, 1949, etc. Puis troisièmement, ce qu'on appelle aussi la fin du multilatéralisme. On est dans le bilatéral. Là, c'est Trump qui veut discuter avec Poutine. Je ne crois pas effectivement qu'on puisse dissocier à moyen terme la Russie de Poutine de la Chine de Xi Jinping. Les deux pays sont trop imbriqués. Il y a presque un début de vassalisation économique de la part de Poutine, enfin en tout cas de la part de la Russie par rapport à la Chine. Et puis troisièmement, qu'est-ce qu'il veut Zelensky? Il veut gagner du temps. Et c'est vrai que c'est la première fois depuis 3 ans de guerre que les sanctions économiques commencent à porter leurs effets. On a l'impression que ça fait 3 ans qu'il cherche à gagner du temps. Hein. Oui, mais c'est là c'est du cumulatif. Là, un seul indicateur que Poutine a en tête, c'est le taux directeur de la Banque centrale de Russie. 21%. C'est-à-dire que si vous êtes particulier russe, vous vous endettez pour un appartement à Pétersbourg ou Moscou. Si vous êtes chef d'entreprise en Russie, et ça Poutine le sait, il y a une remontée par l'équivalent du patronat russe, on va dire, vous vous endettez à hauteur de 30%. Et là-dessus, il y a des oligarques qui ont dit à Poutine, attention, en 2026, on risque d'avoir au moins 30 à 40% de faillite des entreprises. Donc Zelensky, il essaye de jouer là-dessus. Ça serait le pire mauvais moment. C'est une stratégie qui fonctionnait avec avec Joe Biden, pardon, stratégie qui fonctionnait. Voilà, on l'a déjà oublié. Il vous pardonnera, lui. Une stratégie qui fonctionnait avec Joe Biden, de tenter de gagner du temps. Avec Donald Trump, c'est une autre histoire. On a compris que Donald Trump, lui, il cherche à aller vite, bien sûr, sur tous les dossiers d'ailleurs, aussi bien sur Trump, sur Gaza que sur l'Ukraine. Tout à fait. Et Poutine veut aussi faire son deal, son cessez-le-feu, qui serait une sorte de trêve provisoire, certes, très vite, parce qu'il sait cela, qu'il y a justement ce cumul, on va dire, des sanctions économiques. Donc c'est une question de deal dans le temps, et Trump va du côté de Poutine, effectivement. Il veut négocier là au premier semestre 2025, sachant qu'il y a beaucoup de morts des deux côtés, des dizaines de milliers. Est-ce qu'ils vont se revoir? C'est pas exclu, mais pour l'instant, je crois que c'est pas dans l'agenda. Tout de suite. Parce que le vice-président américain a dit qu'il pouvait revenir quand il sera vraiment prêt à faire la paix. Et dans son message, le président Zelensky dit que personne ne veut la paix plus que nous. Il y a un message clair quand même là-dessus. On a l'impression que Zelensky veut un peu dire que la porte n'est pas fermée. Des deux côtés. Oui, la porte n'est pas fermée. Mais moi, je reviens à cette théorie du bilatéral. Trump veut négocier avec Poutine. Si possible, sans les Européens. Donc là, on va voir la dynamique qui va se créer avec la France et la Grande-Bretagne. C'est important. On a 2 pays qui sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU, Grande-Bretagne et la France, 2 puissances nucléaires, même si donc la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais en tout cas, il y a une sorte de parallèle qui se dessine. Donc on le verra avec le Conseil de défense de demain. Et puis donc Trump veut aussi que les Ukrainiens soient pas à la table des négociations. Donc ça, une sorte de rapport de force. Trump et Poutine ne comprennent que le rapport de force. Il y a une sorte d'entité molle dans leur conception, qui est l'Europe. L'Europe doit, on va dire, reprendre un petit peu du bagou et reprendre de la voie. C'est pas exclu que ça marche. C'est pas exclu non plus que l'Ukraine soit vraiment à la table des négociations s'il y a dans les mois qui viennent. Et l'Europe, en tous les cas, qui semble se ranger, qui s'est même rangé totalement derrière Zelensky après cet échange d'hier. Vous parliez des Britanniques. Volodymyr Zelensky est aujourd'hui en compagnie de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui à son arrivée a dit « Ici, vous êtes vraiment le bienvenu ». Oui, absolument. Donc là, il y avait un message clair. Il y a un message très clair, sachant qu'il y a une relation historique, on va dire, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. On la connaît, une alliance même stratégique hors OTAN, mais il y a aussi des partenariats stratégiques entre la Grande-Bretagne et certains pays européens, dont la France. Et là, le fait que la Grande-Bretagne se rende compte tout d'un coup qu'elle fait quand même partie de l'espace européen, sinon de l'Union européenne, en tout cas, il y a cette dimension, comment dirais-je, dynamique stratégique. Et alors là aussi, il y a une question de temps. Ça veut dire quand même qu'il faut des investissements pour monter en puissance au niveau de l'armement d'une future Europe de la défense. Et puis il faut aussi arrêter que certains pays comme l'Allemagne achètent des armes aux Américains. C'est pas évident parce que ça se fait pas en 6 mois, ça prend des années. Et là, les Européens sont au pied du mur. Et donc il y a une sorte d'alliance de facto entre Zelensky ou l'Ukraine d'une part, et deuxièmement l'espace européen, enfin les puissances historiques, on va dire, c'est-à-dire l'Allemagne, la France. Je mets quand même dedans la Pologne avec le fameux triangle de Weimar, et puis bien sûr la Grande-Bretagne. Bon, l'Europe, on le disait, se range derrière le président ukrainien. Emmanuel Macron, en tête de liste d'ailleurs, a pris sa défense en disant que le peuple agressé était le peuple ukrainien, qu'il méritait le respect. Berlin a appelé les Européens à s'engager plus fermement que jamais auprès de l'Ukraine. Charlotte Dornelas, on est encore en train de créer une nouvelle scission entre l'Europe et les États-Unis finalement après cette rencontre d'hier. Oui et non, parce que l'Europe pourrait profiter. En fait, il y a 2 choses. Il y a un sujet
concernant l'Europe, je veux dire, il y a un sujet de sécurité, les fameuses garanties de sécurité. Est-ce que oui ou non ça se fera avec les États-Unis? Emmanuel Macron, qui s'est adressé aux journaux du dimanche là aujourd'hui même, a expliqué qu'il avait obtenu, en discutant avec Donald Trump, il avait entendu dans la bouche de Donald Trump qu'il y aurait un backup américain, qu'il désespérait absolument pas de ça. Il le redit aujourd'hui. Il dit également qu'il a toujours dit qu'il faudrait discuter un jour avec Vladimir Poutine. Enfin, il est très aimable. Hein. Il minimise clairement il explique, on va dire, ce qui s'est passé hier, mais il le minimise dans les négociations futures avec les États-Unis notamment. Maintenant, les deux questions qui se posent au niveau européen, c'est cette question de la sécurité, des garanties de sécurité de l'Ukraine, et deuxièmement, c'est une question interne et qui concerne très directement les populations des États membres de l'Europe. Parce que la question de la sécurité européenne, des pays européens, que l'Europe se pose enfin la question, entre guillemets, de sa propre sécurité sans le parapluie américain, on peut considérer que c'est une bonne chose, en gardant à l'esprit que toute l'Europe de l'Est est moyennement d'accord avec cette idée, parce que le parapluie américain les protège, ils n'ont pas exactement la même histoire que nous, notamment avec la Russie. Donc il y a déjà un désaccord qui est là, plus au milieu de ça, Viktor Orban, qui lui est favorable à une discussion bilatérale, en tout cas directement avec Vladimir Poutine. Alors, ce que dit Emmanuel Macron justement sur le sujet de la sécurité, puisque Emmanuel Macron qui a parlé depuis l'altercation avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky, il espère que les Européens enclencheront rapidement un financement massif et commun pour la sécurité. Et ça, c'est la deuxième chose. Et là, ça concerne très directement toutes les populations des États membres des pays européens. C'est qu'il va encore une fois y avoir, que ce soit dans le discours ou dans les actes, un réveil, on va dire, des fédéralistes européens qui, évidemment, vont vouloir une réponse, accélérer la fédéralisation en expliquant que la réponse ne peut pas être nationale. Et c'est exactement la question, par exemple, sur la défense nucléaire. Ouais, donc c'est pour ça qu'il y a deux dossiers en un, entre guillemets. Il y a la question de la sécurité à l'occasion de la question ukrainienne, qui est extrêmement légitime, et la question européenne tout court, entre guillemets, qui concerne les populations européennes qui sont assez moyennement écoutées sur ce sujet. Adrien Matou. Je rebondis directement à cette remarque, parce que selon moi, ce qui doit se passer, c'est l'édification d'une sécurité européenne qui n'est pas basée sur le fédéralisme européen. Parce que, tout simplement, pour plusieurs raisons. Et on le voit bien d'ailleurs, on parle de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a fait le Brexit il y a quelques années, et pourtant elle est dans la table des négociations. La Norvège fera partie de cette organisation, et la Hongrie, qui fait partie de l'Union européenne, ne sera a priori pas dans cette Europe de la défense, comme on l'appelle, qui est en train de se structurer. Pourquoi ça ne peut pas passer par le fédéralisme ? Tout d'abord parce que l'UE n'est pas bâtie pour ça. L'UE est une zone commerciale, avant tout une zone de libre-échange, qui n'est pas pensée pour être une organisation de défense. La défense, c'est une question d'État et d'État souverain. Avec des intérêts contradictoires parfois. Parce que, c'est mon deuxième point, j'allais y venir, au sein de l'UE, il y a des intérêts contradictoires. Vous avez des pays comme les Pays-Baltes ou la Pologne qui ont tout de suite été pour monter très fort, voire de manière parfois un peu va-t-en-guerre contre la Russie. Vous avez des pays comme la Hongrie beaucoup plus prudents. Vous avez les Allemands qui oscillent entre plusieurs positions selon la situation. Et enfin, troisième point, les dirigeants de l'UE, sur des sujets allant de l'énergie au commerce en passant par la défense, ont montré depuis 30 ans qu'ils ont fait à peu près toutes les erreurs possibles pour affaiblir l'Europe. Donc ça va se passer dans une Europe qui est celle de la coopération entre États. Et là, il va falloir édifier des règles, les mises en commun des ressources nucléaires, les règles d'engagement, les investissements où on s'engage à acheter des armements, pas aux Américains, mais entre nous, et ça se fera entre États. Alors, un dernier mot au sujet d'Emmanuel Macron, puisqu'on le disait, il a échangé donc avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky. On va le retrouver aussi dans une interview à paraître demain dans le journal du dimanche. Emmanuel Macron et la France pèse-t-il encore dans ces discussions entre la Russie et notamment les États-Unis concernant cette paix entre l'Ukraine et les États-Unis. Entre les discussions qui ont lieu entre l'Ukraine et les États-Unis, puisque Marine Le Pen s'est exprimée aujourd'hui au Salon de l'Agriculture et a regretté justement que la France ne pèse plus grand-chose finalement dans ces discussions. Charlotte Dornelas. Emmanuel Macron lui-même reconnaît que Keir Starmer est très bien placé, notamment pour faire le relais entre les deux. Il le dit et il renvoie un peu la balle. Le problème qu'on a, et c'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure devant le spectacle de l'affrontement, on va dire, entre Donald Trump et Zelensky, c'est que j'ai l'impression qu'il y a la réalité
du dossier. Et je veux dire, quoi qu'on en pense par ailleurs, la réalité des intérêts des uns et des autres, la manière dont ça se passe, et la réalité aussi de la faiblesse de l'Ukraine à la fois dans le conflit et même dans les discussions, et que ça nous a été très largement caché. Alors je suis pas dans un délire complotiste là en l'occurrence, c'est simplement qu'il y a un discours extrêmement volontariste, très loin de la réalité, notamment en Europe. J'en veux pour preuve, et je vous donne un seul exemple. La rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump il y a quelques jours. Les journalistes qui étaient présents nous ont expliqué que incroyable, il s'est passé quelque chose dans cette pièce. Emmanuel Macron a réussi à obtenir je ne sais quoi. Le monde entier nous envie notre président. Et le soir même, et on en parlait tout à l'heure, le soir même, la Russie et les États-Unis votent ensemble une résolution sur la fin du conflit, sans évoquer même la question du territoire ukrainien. Donc je veux dire, il y a comment dire, un fossé entre la réalité. Alors c'est sûr que Donald Trump, au milieu de tout ça, qui parle d'une manière cash, comme en effet, alors ça pour le coup, au-delà de la question de la vidéo de ces derniers jours, on a assez peu l'habitude, ça nous fait tout bizarre, en particulier sur ce dossier-là. On va remercier Olivier Weber d'avoir été avec nous, écrivain, grand reporter. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, il est 20h46.